Encore quelques minutes et il sera l'heure de notre leçon hebdomadaire de géopolitique expliquée. Bonsoir. Cette semaine, je vais vous montrer des cartes de la péninsule arabique. L'économie mondiale se trouve à nouveau confrontée à une augmentation du prix du baril. Or, c'est dans cette péninsule que se trouve l'essentiel des réserves mondiales de pétrole. Cette semaine, nous allons regarder comment se sont dessinées les frontières dans la péninsule. Et puis la semaine prochaine, nous verrons comment les États se sont organisés autour de ce pétrole en prenant justement l'exemple de l'Arabie saoudite. La péninsule arabique est au Moyen-Orient et elle est bordée au nord par un désert qui l'isole du croissant fertile, à l'ouest par la mer Rouge, à l'est par le golfe Persique, et elle s'ouvre au sud sur l'océan Indien. C'est une zone désertique de plus de 3 millions de kilomètres carrés. C'est là que se trouve le désert absolu, le Rub al-Khali, le quart vide. Elle est entrecoupée de steppes et d'oasis, comme Médine ou Riyad, et le long de la mer Rouge, la barrière montagneuse du Hedjaz culmine au Yémen à presque 4000 mètres, ce qui permet au sud-ouest de cette péninsule d'être plus arrosée, donc plus agricole. Maintenant, les frontières politiques. La péninsule arabique est aujourd'hui divisée entre plusieurs États. Au nord et à l'est, les Émirats du Golfe, Koweït, Bahreïn, Qatar, les Émirats arabes unis. Au centre, l'Arabie saoudite, elle occupe les 2/3 de la péninsule arabique, 2 millions de kilomètres carrés, soit presque 4 fois la France, avec seulement 20 millions d'habitants. Au sud, le sultanat d'Oman, qui s'étend sur 312 000 km², soit presque la superficie de l'Allemagne. Et enfin, le Yémen, avec 18 millions d'habitants, sur 530 000 km². Donc le Yémen est le seul État de la péninsule à pouvoir faire contrepoids à l'Arabie saoudite. On appelle cette péninsule arabique parce que c'est là qu'est né le monde arabe. On repère pour la première fois des populations désignées comme arabes au IXe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des bédouins, c'est-à-dire des habitants du désert, organisés en tribus. Ils sont nomades, ils élèvent dromadaires, brebis, chèvres et pratiquent des razzias contre les populations des oasis qui, elles, vivent de l'agriculture et du commerce caravanier. Car une route de commerce relie la Méditerranée à l'Arabie du Sud. À l'époque gréco-romaine, c'est l'Arabie heureuse. Elle comprend les royaumes de Saba, Qataban, Hadramaout. Y est produit l'encens, la myrrhe. On commerce aussi vers l'est, c'est-à-dire l'Abyssinie, la Perse, l'Inde. Et c'est sur cette route que se trouve une ville marchande qui s'appelle la Mecque. En ce début de l'ère chrétienne, les Arabes croient en plusieurs divinités. Notamment, ils adorent les pierres sacrées, comme justement la pierre noire du sanctuaire de la Kaaba dans la ville de la Mecque. Ainsi, cette ville de la Mecque est pour plusieurs tribus arabes un lieu d'adoration des pierres. Et comme pendant ces périodes de pèlerinage à la pierre noire, les tribus s'interdisent les attaques contre les caravanes et les pèlerins, des foires commerciales donc peuvent être organisées. La Mecque se développe donc à la fois grâce au trafic caravanier et à sa fonction religieuse. À côté de ces croyances polythéistes, on note aussi dans la péninsule les influences du judaïsme et du christianisme au Yémen et dans le Hedjaz. C'est donc dans cette région de la Mecque et dans ce contexte historique que vient s'inscrire la naissance d'une nouvelle religion, l'islam, au début du 7e siècle de notre ère. Mahomet naît à la Mecque vers 570 de notre ère. Il est le fils d'un puissant notable de la cité marchande. Et par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, il reçoit de Dieu des révélations qu'il vient réciter à ses proches. Ce sont ces révélations qui vont former le Coran, ce qui signifie récitation en arabe. Mais on l'a vu, comme la Mecque est un sanctuaire polythéiste, Mahomet est contraint par les marchands mecquois de quitter la ville. Il part donc en 622 pour une autre ville de Yatrib, qui prend bientôt le nom de Médine, ce qui veut dire la ville en arabe, sous-entendu la ville du prophète. Cet exil forcé, l'hégire en arabe, marque l'an 1 du calendrier musulman.
C'est à Médine que Mahomet organise la communauté des fidèles avant de soumettre militairement la Mecque, puis l'ensemble de la péninsule. Mahomet est donc à la fois chef religieux et chef politique des musulmans, ce qui va donner d'emblée à l'islam un rôle dans le fonctionnement de la société. Mahomet meurt en 632, mais l'expansion de l'islam se poursuit vers l'Irak, la Syrie, l'Égypte. Ce qui fait que le cœur politique du monde arabo-musulman passe de la péninsule arabique vers le croissant fertile, d'abord à Koufa, puis à Damas, puis à Bagdad. La péninsule redevient le domaine des tribus bédouines qui nomadisent dans le désert avec leur bétail. Seule la région du Hedjaz, où sont situées les villes saintes de la Mecque et de Médine, passe, au fil des siècles, sous la domination des califes et des sultans arabes, avant de faire partie longuement de l'Empire ottoman. Alors voilà, brièvement résumé, quelques étapes de l'histoire de cette péninsule, car en fait c'est seulement au XXe siècle que ce désert va pouvoir être unifié sous l'influence des Saouds. Les Saouds sont une tribu arabe liée au wahhabisme, qui est une doctrine religieuse puritaine de l'islam sunnite, et dès la fin du XVIIIe, ils ont tenté de convertir les autres tribus bédouines par la force et d'unifier ainsi toute la péninsule. Mais ils se sont heurtés par deux fois à la puissance ottomane. C'est seulement en 1902, depuis la ville de Koweït où ils vivaient réfugiés, que l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur de la dynastie des Saouds, Abdelaziz, connu sous le nom d'Ibn Saoud, part, à 22 ans, reconquérir le territoire de ses ancêtres. Avec l'aide d'une quarantaine d'hommes, il prend la ville de Riyad. En s'appuyant sur les guerriers wahhabites, il élargit le territoire saoudien. En 1913, il expulse les Ottomans du Hassa. En 1920, il conquiert la moitié du territoire attribué à l'émir du Koweït, puis l'Arabie du Nord. En 1924 et 1925, il conquiert le Rub al-Khali et les villes saintes du Hedjaz, dont il chasse les Hachémites, dynastie rivale, soutenue jusqu'alors par les Britanniques. Alors le jeu des Britanniques dans cette région est à la fois complexe, pragmatique et conduit par les calculs changeants de Londres. Les Anglais préfèrent lâcher leurs alliés hachémites, qui contrôlent le Hedjaz, qui est le cœur historique de l'islam, mais qui est pauvre en ressources naturelles, pour finalement faire alliance avec Ibn Saoud afin de protéger leurs intérêts, c'est-à-dire leur position stratégique le long de la route des Indes et leurs intérêts pétroliers naissants dans leur protectorat du Golfe, en Irak et en Transjordanie. En échange de cette alliance, Ibn Saoud accepte en 1922 le principe d'une frontière avec l'Irak et le Koweït et avec la Jordanie en 1925. Et d'ailleurs, ce seront pour longtemps les seules frontières reconnues. Les frontières avec la plupart de ses voisins ne sont pas tracées en 1932, quand Ibn Saoud se fait proclamer roi d'Arabie saoudite. Car pour ces nomades, la frontière n'est qu'une ligne imaginaire qui ne doit en rien gêner les déplacements dans le désert. D'ailleurs, même la frontière nord avec l'Irak, le Koweït, la Jordanie, fixée dès les années 20, comporte deux zones neutres que l'on voit ici, entre l'Irak et l'Arabie, et le Koweït et l'Arabie, justement pour permettre aux Bédouins d'accéder librement aux puits et aux pâturages. Les dernières frontières saoudiennes ont été définies plus tardivement. En 1965, avec le Qatar, l'accord de démarcation ne datant que de 1999, en 1974 avec les Émirats arabes unis, entre 1990 et 1995 avec le sultanat d'Oman, et avec le Yémen, la partie nord est fixée dès 1934 après l'annexion de la Syrie par l'Arabie saoudite, mais le reste de la frontière sera précisément défini en juin 2000. Alors à mesure que la politique des États prenait le pas sur le mouvement des nomades, cette situation, à la fois nouvelle et imprécise, a donné lieu à de nombreux litiges frontaliers. Car sous le tracé de la frontière, il y a le pétrole. Ce qui permet à Ibn Saoud d'unifier le pays, de consolider son pouvoir et puis de le garder, c'est certes la religion, mais c'est surtout le pétrole, comme nous le verrons en détail la semaine prochaine.
Sur cette péninsule arabique, vous pouvez consulter ce dictionnaire de civilisation de l'Orient ancien de Guy Rachet aux éditions Larousse. Et puis l'islam en question, ce livre, ce débat entre Alain Grèche et Tariq Ramadan aux éditions Sinbad et Actes Sud. Et puis je voulais vous signaler plus longuement la parution de cet atlas universel par Le Monde et la sélection du Reader's Digest. C'est un atlas non seulement qui est superbe, les cartes sont intéressantes et très précises, mais il comporte en plus un certain nombre de chapitres introductifs, étoiles et planètes, le monde en l'an 2000, cartographier le monde, images de la Terre. Donc je vous recommande vivement cet atlas, c'est un des meilleurs que nous ayons vus ces dernières années. Vous pouvez en retrouver la référence sur le site du dessous des cartes arte-tv.com.